Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre sur Truy TV pour la dernière édition d'information du jour. Dans ce 20h, réaction du RENLAC sur l'audit général de la gestion des structures de l'administration publique demandé par le chef de l'État à l'ASELC. Pour Sagado Nakanambo, les investigations doivent être axées sur les ministères de la Sécurité et de la Défense et les résultats de l'audit doivent inspirer des actions concrètes. Vous l'entendrez dans un instant. Littérature, Issa Sawadro, candidat recalé à l'élection présidentielle de 2020, dénonce dans son ouvrage La malgouvernance au Burkina Faso. Intitulé Ils ont tous échoué, cette œuvre blâme aussi le silence des autorités coutumières, religieuses et administratives face aux maux actuels de la société burkinabé. On en parle plus amplement dans cette édition. Conflit russo-ukrainien, des centaines de Centrafricains ont manifesté ce matin à Bangui pour soutenir la Russie dans son évasion en Ukraine. Sur les pancartes, on pouvait lire « Russie et Centrafrique contre le nazisme et c'est la faute de l'OTAN ». La manifestation a été organisée par Galaxy Nationale, une association qui vilipende régulièrement la France, ancienne puissance coloniale. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le président du Faso, Paul-Henri Damiba, dans un communiqué daté du 2 mars, a instruit le contrôleur général d'État de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC de procéder dans les meilleurs délais à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique. Au RENLAC, réseau national de lutte anticorruption, cette décision est saluée. Pour Sagado Nakanambo, secrétaire exécutif du RENLAC, c'est une décision qui s'inscrit dans la logique de l'opération Main propre. Mais les questions taraudent les esprits. Comment le contrôle va s'effectuer sur le terrain et est-ce que les structures commises à la tâche ont les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission? Proposition de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Tout en espérant que la décision du président du Faso de procéder à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique ne soit pas juste un effet d'annonce, le secrétaire exécutif du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, salue cette mesure qui pour lui vient à point nommé. Pour Sagado Nakanabo, ce contrôle s'impose aux nouvelles autorités qui ont plus intérêt à bien cerner l'ampleur des mauvaises pratiques pour engager une nouvelle gouvernance. Si cela ne se fait pas, ça veut dire qu'on va continuer comme avant. Non, il faut qu'ils le fassent. Il faut pas que ça soit seulement nos espoirs. Nous pensons qu'ils ont l'obligation et qu'ils vont le faire. Et que non seulement ils vont le faire, et ceux qu'ils vont constater, ils vont traiter. Parce qu'on a déjà vu des audits ici, dont les résultats n'ont jamais même été publiés, à plus forte raison même qu'on sache qui a fait quoi. Si c'est pour faire des effets d'annonce, pour gagner du temps, je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont zéro temps. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils cherchent à gagner un temps qui n'existe pas. Ces contrôles prendront, selon le communiqué, la forme d'audit de gestion, d'audit d'investigation, de détection de fraude financière, d'audit de marché public et d'audit spécifiques sur les frais de mission, frais de voyage, carburant et dons. Mais comment se fera la mise en œuvre effective de cette décision? Je ne peux pas dire que nous sommes dans le secret des dieux pour savoir exactement comment ça va se passer. Je ne pourrais pas vraiment être précis dans cela, mais c'est possible. Tout ce qu'ils ont cité, c'est possible. Et l'ASE, ils ont le procureur du Faso, les experts comptables, les OPJ, ils peuvent très bien faire... parce que ça ressemble... ça ressemble à ce que son prédécesseur avait annoncé d'opération Main propre. Le secrétaire exécutif du RENLAC souhaite voir ces contrôles s'étendre sur tous les secteurs publics et les ministères, notamment les ministères de la Défense et de la Sécurité. Les dépenses qui se font dans la défense et la sécurité là ont quelque chose à voir à ce qui nous est arrivé à Inatan et qui continue d'arriver à Djibo ces 24 heures qui précèdent et qui continueront si on n'ouvre pas l'œil et après avoir ouvert l'œil, qu'on arrête. Sinon, les sécurités vont continuer à avoir des beaux jours devant elles.
L'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption est appelée à s'attacher les services des experts comptables et de la cellule de traitement des informations financières. Mais ces structures commises à cette tâche ont-elles les moyens nécessaires pour réussir la mission à elles confiée? C'est vrai que la SEL, on a voulu la garder pendant longtemps dans l'impuissance. À tel point même que le personnel qu'il avait au départ a diminué. Mais même ça, parce que la SE ne va pas travailler seul. Il y a tous les OPJ qu'on peut mettre en service. Il y a les experts comptables qu'ils ont annoncés. Ça veut dire qu'ils vont prendre les dispositions pour que tout ce monde-là soit mobilisé, associé. Il y a le procureur du FASO, il y a tout. Je peux même dire qu'il y a les citoyens qu'ils peuvent convoquer pour essayer de les appuyer et pour que ça aille. Pour Sagado Nakanabo, il n'y a pas de raison que les structures engagées pour cette mission échouent, puisque l'environnement juridique permet bien de faire ce contrôle. Toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires seront mises à la disposition de ces structures pour l'effectivité du dit contrôle, précise le communiqué. Mais pour le secrétaire exécutif du RENLAC, le plus important, c'est ce que les nouvelles autorités feront du rapport final attendu au terme des investigations. Suite à leur non-participation aux assises nationales, le réseau national des organisations des personnes handicapées du Burkina sort de son silence. Souleymane Ouedraogo et ses camarades se sentent abandonnés. Ils digèrent mal le fait de n'avoir pas été associés aux dernières assises nationales, des rencontres importantes qui visaient à discuter de l'avenir du pays. On les écoute dans ce reportage de Yassine Sawatko. Elles sont plus de 3 millions de personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Regroupées au sein d'un réseau qui compte plus de 350 associations, elles se sentent pour le moins abandonnées. Leur indignation paraît d'autant plus légitime qu'elles n'ont pas été associées aux assises nationales du 28 février dernier. Nous avons observé avec grande désolation que les organisations représentatives des personnes handicapées n'ont pas été conviées aux assises nationales des forces vives de la nation qui a abouti à l'adoption de la charte de la transition. Cela nous préoccupe à juste titre parce que nous estimons que les assises nationales constituent pour nous une importante rencontre qui, à l'intérieur, devait permettre de dessiner en tout cas la destinée du Burkina Faso et en principe tout le monde devait y être dedans. Pour Souleymane Ouedraogo, ne pas convier les personnes handicapées à ces assises nationales constitue un recul. Et pour une refondation voulue par les autorités de la transition, se voudrait d'être inclusive pour ne pas faire place à la discrimination. Il est normal qu'une catégorie aussi importante que les personnes handicapées puissent y être dedans et apporter leur contribution à cette ambitieuse aventure. Si véritablement on veut lutter contre la discrimination, l'exclusion des couches socio-spécifiques telles que les personnes handicapées, il faut naturellement favoriser notre pleine et effective participation à la vie de la société en termes de droits humains. Est-ce pour dire que les personnes handicapées ne seront pas prises en compte dans les organes de la transition? En tout cas, le secrétaire général du réseau national des organisations des personnes handicapées dit avoir transmis une lettre au président du FASO sur cette question. Personnellement, en tant que défenseur des droits des personnes handicapées, j'ai adressé à son Excellence Paul-Henri Damiba, président du FASO, une lettre ouverte dans laquelle j'explique les biens fondés que notre transition aura à inclure tout le monde dans ce processus. Et nous espérons que le président épris de justice et d'équité, d'égalité, d'égalisation des chances va véritablement donner un écho favorable à
à ce cri de cœur. Se référant sur l'article 4 de la loi sur les personnes handicapées, Souleymane Ouedraogo pense que les nouvelles autorités s'y raviseront. L'article 4 dit que c'est depuis la conception, l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des lois que les États partis doivent prendre, que la personne handicapée doit être impliquée. C'est pour dire que c'est tout le long du processus. Si on attend à la fin pour tenter de nous impliquer, naturellement, il va y avoir des insuffisances. Et comme je l'ai dit, ça va être véritablement un recul et ça va être certainement une tache noire qui restera justement indélébile dans cette transition. Le réseau national des organisations des personnes handicapées du Burkina, par son secrétaire général, dit continuer la lutte afin que les droits des personnes handicapées soient respectés. Santé ce soir, on s'intéresse à la couverture universelle en matière de santé CSU. Elle sera bientôt une réalité au Burkina Faso. Avec la CSU, tous les Burkinabés devront désormais avoir accès au centre de santé. Dans le prochain reportage, vous entendrez l'économiste de santé, le Dr Joël Kendro-Bego, sur les tenants et les aboutissants d'un tel système en adéquation avec l'économie de santé. Le spécialiste en économie de santé suggère par ailleurs aux populations de mettre à profit l'économie de santé afin d'éviter les situations d'appauvrissement. C'est un reportage de Serge Kabouré. Faire en sorte que tous les individus aient accès aux services et soins de santé, malgré les difficultés financières, c'est l'objectif visé à travers la mise en place de la couverture universelle en matière de santé CSU. En d'autres termes, les questions financières ne doivent plus être un handicap pour l'accès à un centre de santé au Burkina Faso. L'économie de la santé, c'est d'abord une discipline de la santé publique et c'est une discipline assez jeune, donc, qui est née dans les années 1960 donc, aux États-Unis. Voilà, donc il y a un prix Nobel qui est Kenneth Arrow, donc qui a montré que la santé avait un certain nombre de spécificités. Donc l'économie de la santé, c'est de l'économie appliquée au domaine de la santé et justement, il a vu que la santé présentait ses particularités, donc qui faisait qu'on ne pouvait pas lui appliquer les lois classiques en fait, de l'économie. À en croire notre spécialiste du jour, l'économie de santé et la couverture santé universelle présentent beaucoup d'avantages pour les populations. L'économie de la santé vise en fait à faire des choix, donc les meilleurs choix qui maximisent la santé de la population. Donc, dans ce sens, l'économie de la santé est une aide à la prise de décision. Et par les différentes analyses que l'économiste de la santé pourra faire, donc il pourra éclairer les prises de décision que le décideur politique voudra bien prendre. Et pour parvenir à une mise en place effective de la couverture santé universelle, une collaboration s'impose avec les autres disciplines. Quand vous prenez des disciplines comme le droit, donc le droit à la santé, donc c'est une branche. Quand on prend la sociologie de la santé existe, il y a l'anthropologie de la santé, donc il y a les épidémiologistes, donc etc., etc. Donc il faut que toutes ces disciplines puissent travailler ensemble de manière coordonnée, de manière complémentaire et de manière synergique. Donc l'économie de la santé, sa place, c'est d'aider à évaluer les aspects économiques des problèmes de santé, aider à faire des analyses concernant l'offre et la demande, donc aider à faire les analyses en lien avec le financement de la santé, mais ce n'est pas suffisant. Mettre à contribution l'économie de la santé afin d'éviter les risques et les défis liés à la couverture santé universelle, cela est possible à en croire les explications du Dr Joël Kendro-Bego. Il précise que pour ce qui concerne des cas de paiement direct, cela n'est pas sans conséquences. Ça peut entraîner ce qu'on appelle des coûts catastrophiques ou des coûts appauvrissants. Donc les coûts catastrophiques, c'est-à-dire que vous dépensez une large proportion de vos revenus dans les soins de santé et ça vous amène à renoncer à d'autres besoins qui sont tout aussi importants. Donc, les dépenses de santé élevées peuvent par exemple vous amener
à renoncer, par exemple, à la scolarisation des enfants. Ça peut amener à ne pas manger correctement. Donc ça peut amener à ne pas se vêtir correctement ou à ne pas pouvoir se loger correctement. Le docteur Joël Kiendobego invite les populations à mettre à profit l'économie de santé afin d'éviter des situations d'appauvrissement. Toute chose qui, selon lui, facilite la mise en œuvre de la couverture santé universelle. On reste avec Serge Kabouré pour parler encore santé dans cette édition. Les maladies rares et neuromusculaires ont fait l'objet d'une conférence publique hier au profit des étudiants en médecine. Face à l'assistance, les deux premiers responsables des services de neurologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo et de Bogodro. À noter que la dite formation a été possible grâce à la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima en collaboration avec la Société de neurologie du Burkina, SONEB. Les maladies neuromusculaires et les maladies rares, cas du Burkina Faso, c'est sous cette thématique que s'est tenue ce 4 mars une conférence publique sur les maladies rares, organisée par la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima, en collaboration avec la Société de neurologie du Burkina SONEB. Cette conférence vise à former les étudiants en médecine sur les maladies neuromusculaires et les maladies rares, afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale des patients par des professionnels compétents. La conférence que nous avons intitulée Conférence sur les maladies neuromusculaires et les maladies rares est tellement importante à organiser pour la vulgarisation, pour d'abord sensibiliser les futurs médecins qui sont dans cette salle et les médecins déjà confirmés sur les maladies neuromusculaires et de façon plus large, les maladies dites rares. Il faut savoir que pour ces pathologies-là, nous manquons cruellement de spécialistes. Donc le fait d'organiser ce type de rencontres permet vraiment de sensibiliser ces futurs spécialistes. Cette conférence publique destinée aux étudiants en médecine a été marquée par 2 communications, dont une animée par la première responsable de Fitima et qui a porté sur les maladies rares. Les maladies rares sont celles qui atteignent moins d'1 personne sur 2000 d'après les statistiques européennes. Pour le moment, on attend la Société africaine des neurologues pour qu'on ait la classification africaine. Mais pour le moment, on se base sur cette classification. Alors, on les appelle maladies rares parce qu'elles atteignent peu de personnes, mais mises bout à bout, vu qu'aujourd'hui, on en dénombre plus de 7000. Donc, mises bout à bout, ça fait quand même beaucoup de monde. Et ce sont souvent des maladies qui sont un peu oubliées des pouvoirs publics. La deuxième communication, qui a porté sur les maladies neuromusculaires, a été donnée par le chef de service neurologie du centre hospitalier universitaire de Bogodgo. Nous voulons déjà les sensibiliser sur ce type de problème et leur dire que la médecine, elle est holistique, elle doit s'intéresser à tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce qu'une maladie est rare qu'elle doit être négligée. Donc, l'objet de cette rencontre ce soir, c'est de justement parler de ces maladies-là pour que les plus jeunes soient imprégnés de ces maladies pour être à même demain de pouvoir les prendre en charge de façon correcte. Initiatrice de la présente conférence, la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima est une organisation non gouvernementale intervenant dans le domaine de la promotion, de la protection et de l'épanouissement des enfants en situation de handicap au Burkina Faso. Ils ont tous échoué est une œuvre d'une centaine de pages qui dénonce la malgouvernance. Dans cet ouvrage, il y décrit la situation actuelle du Burkina Faso, marquée par l'insécurité et son lot de conséquences négatives. Son auteur, Issa Sawadogo, a procédé ce 5 mars 2022 à la dédicace de cette œuvre à Ouagadougou. Alors maintenant, la découverte de l'œuvre avec Fatima Tankim. Briser le silence et éviter d'être le complice des maux actuels de la société burkinabé. C'est l'ambition de Issa Sawadogo à travers son essai intitulé « Ils ont tous échoué ». De l'arme à Monsieur le pauvre, réveille-toi, cette œuvre qui traite de 29 thèmes dénonce le silence des autorités coutumières, religieuses, administratives et politiques face à la malgouvernance. Il y a des parties, c'était des témoignages, c'est la vérité. Il y a un déplacé, un enfant de terminale qui a témoigné, et je l'ai mis dedans, le calvaire d'un déplacé interne. Et il y a aussi une dame qui a perdu son mari au front.
un voyage sans retour. Vous ne pouvez pas lire ça. Quand même, si vous êtes humain, ne pas avoir quelque chose au cœur. Selon Jean-Hubert Bazier, préfacier de cet essai, Ils ont tous échoué est un inventaire des tares de la société burkinabé fait par un observateur avisé qu'est Issa Sawadogo. À en croire ce dernier, l'auteur, en plus de poser un regard critique, fait également des suggestions dans l'ouvrage. Et dans les décennies à venir, les gens qui le liront comprendront qu'il a vu juste et qu'il a fait œuvre de dévotion. Tous les schémas de notre actualité y sont tracés. Je dis bien tous les schémas, parce que à travers une simple ligne, vous pouvez en dissertant retrouver l'ensemble de l'actualité. Ils ont tous échoué est la deuxième œuvre de Issa Sawadogo. Acteur politique et candidat recalé à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso, l'auteur appelle les différentes composantes de la société dans son œuvre à bannir l'égoïsme et faire preuve de sagesse et de solidarité. Chaque 8 mars est célébrée dans le monde entier la Journée internationale de la femme. Nous sommes à jour J-3 de la commémoration de cette journée dédiée à la femme, édition 2022. Jusqu'à ce jour, pas de communication officielle autour de sa commémoration au Burkina Faso. Qu'en est-il exactement de la commémoration cette année? La question reste posée et notre reporter Sanata Siré est donc allé à la rencontre de la directrice générale de la femme et du genre pour en savoir davantage sur l'organisation de la célébration de la fête du 8 mars 2022. Cette année, la journée internationale sera célébrée dans la sobriété au regard de la situation nationale difficile du pays. Regardez cet entretien. Il n'y aura pas d'activité festive du côté du ministère en charge du genre en ce qui concerne la commémoration de la journée internationale de la femme 8 mars 2022. C'est ce qui ressort du reste de notre entretien avec la directrice générale de la femme et du genre. Cette année, la journée du 8 mars sera célébrée dans la sobriété avec 2 activités majeures au programme. Un panel sur le thème national de la commémoration et un repas communautaire notamment dans les zones à fort défi sécuritaire au profit des déplacés internes qui ont vu leur nombre augmenter ces derniers mois. Cette année, la commémoration sera marquée par un certain nombre de principes, c'est-à-dire une commémoration en solidarité avec les personnes déplacées internes et avec toute la sobriété possible au regard du contexte national. Nous comptons organiser surtout dans les zones à fort défi sécuritaire et au profit des cours de solidarité de Ouagadougou et un repas communautaire pour marquer notre solidarité et notre communion avec les personnes déplacées internes. Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes? C'est sous ce thème que sera commémorée la 165e journée internationale de la femme au Burkina Faso. Pour la directrice générale de la femme et du genre, le choix de ce thème se justifie. Le Burkina Faso a porté son choix sur ce thème parce que nous sommes confrontés depuis quelques années à une crise sécuritaire. Et vous savez aussi comme moi que depuis 2020, et à cette crise sécuritaire s'est ajoutée une crise sanitaire. Nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus une certaine fragilité qui est creusée et des inégalités creusées entre les hommes et les femmes. Ce qui justifie le choix de ce thème afin de pouvoir réfléchir sur les stratégies et les solutions idoines à même de pouvoir mieux protéger les femmes dans ce contexte. Sur la question des pagnes, et comme à chaque édition du 8 mars, 2 ont été officiellement retenus pour 2022, un tissé et l'autre imprimé, des pagnes sélectionnées par le comité de sélection des motifs du pagne de 8 mars mis en place par le ministère. À l'issue d'un long processus de sélection, et nous avons retenu un pagne tissé qui est celui d'une tisseuse de la région du centre, et Madame Conquisseré Lambi Compaoré, et qui va servir pour la commémoration. Aussi, au niveau des pailles imprimées,
le choix s'est porté sur le pain soumis par l'entreprise Ganitex. Donc pour pouvoir commémorer cette journée. Tout en souhaitant une bonne commémoration à l'ensemble des femmes du Burkina Faso, la directrice générale de la femme et du genre invite ces dernières à être solidaires et à avoir une pensée à l'endroit des couches les plus vulnérables lors de la commémoration de cette journée. Hors de chez nous, une centaine de personnes ont participé samedi à Bangui, la capitale de la Centrafrique, à une manifestation en soutien à la Russie dans son offensive contre l'Ukraine. À l'initiative de ce rassemblement, Galaxie Nationale, une association réputée proche du pouvoir, cette même association, faut-il le rappeler, avait organisé une précédente manifestation de soutien à la Russie qui avait rassemblé une centaine de personnes le 23 février à Bangui. Merci. Des Centrafricains ont manifesté samedi à Bangui, la capitale, pour soutenir la Russie de plus en plus isolée sur la scène internationale depuis son offensive en Ukraine. En RCA, en effet, la Russie a plutôt bonne presse. Moscou ayant soutenu Bangui dans son combat contre les groupes armés par le biais des paramilitaires de Wagner. Quand nous étions dans la crise, je pense que c'est la Russie qui est venue à notre rescousse pour libérer le pays. Nous avons vu la France qui était là, qui n'a rien fait, qui n'a rien foutu. Et cette France-là continue à nous brimer. Bon, il fallait qu'on dise certaines vérités. Mais si la Russie vient, c'est pour nous libérer. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous devons coûte que coûte soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. La Russie est venue dans notre pays au moment de crise. Notre pays a souffert. Notre pays a trop maltraité par les rebelles. Et voilà pourquoi nous sommes venus soutenir la Russie. Et les Centrafricains ont déjà désigné le responsable de la crise en cours en Ukraine. Mercredi, la RCA s'était d'ailleurs abstenue lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force en Ukraine. Au 10e jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine à l'Ukraine, Moscou a annoncé ce samedi 5 mars un cessez-le-feu dans la ville de Mariupol pour permettre l'évacuation des civils. Un couloir humanitaire va être mis en place pour permettre à la population de fuir la ville portuaire. Moscou a annoncé ce samedi matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, Volnovka et le port stratégique de Mariupol. Alors que les bombardements russes continuent dans plusieurs villes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement réagi au refus de l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Aujourd'hui, il y a eu un sommet de l'OTAN, un sommet faible, un sommet confus, un sommet où il a été clair que tout le monde ne considère pas que la bataille pour la liberté de l'Europe est l'objectif numéro 1. Les combats se sont également poursuivis à Tchernigouiv où l'Ukraine a accusé Moscou d'avoir bombardé une zone résidentielle et des écoles faisant au moins 47 morts. Vendredi, l'armée russe occupait la centrale nucléaire de Zaporizhzhia où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie dont Moscou nie être à l'origine. Le port stratégique de Mariupol dans l'est de l'Ukraine est sous blocus et subit des attaques impitoyables par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville. La prise par Moscou de cette ville de quelques 450 000 habitants située sur la mer d'Azov serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée qui ont déjà pris les ports clés de Berdyansk et Kherson et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass. Selon la présidence ukrainienne, un troisième round des négociations pourrait se tenir samedi ou dimanche. Mais les chances de parvenir à des progrès paraissent extrêmement minces. Le président russe Vladimir Poutine ayant prévenu que le dialogue avec Kiev ne serait possible que si toutes les exigences russes étaient acceptées. Nous n'allons pas occuper ce pays, mais l'objectif est très clair. Lorsque nous aurons dénazifié et démilitarisé l'Ukraine, nos troupes se retireront. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les habitants de la capitale ukrainienne commencent à ressentir le manque de nourriture. À Kiev, il y a de longues files d'attente devant les camions qui distribuent l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial a mis en garde vendredi contre l'imminence d'une crise alimentaire dans les régions affectées par la guerre en Ukraine.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également d'avoir honoré toutes ces éditions de 20h de la semaine. Avec toute l'équipe de rédaction et de réalisation de Truth TV, nous vous souhaitons un excellent week-end, toujours en compagnie de Truth TV. À la semaine prochaine. Bonsoir.